Donc là, on a refait ce qu'il y a dans tous les moulins, l'archure, la potence, et les meules, vous ne les voyez pas, mais elles sont là. Ma fille est dans l'éducation, elle me dit, mais si tu fais visiter, les enfants ne vont pas voir tourner la meule. Alors c'est original, mais on a une archure avec un droit de regard sur les meules. Et donc, la dormante, la gisante, qui écrase le grain, qui descend là, c'est pas tout à fait terminé, hein, parce qu'il y a l'orifice, il manque l'orifice, mais bon, on a fait le plus gros. Ça tombe dans la petite mée, et voilà. Et après, normalement, il y a un blutoir dans les grands moulins pour faire la séparation de la farine. Mais ce blutoir, moi, ça sera un tamis. Parce que je ne vais pas remettre un blutoir, c'est quand même assez conséquent, c'est la moitié de cette armoire. Donc, je ne vais pas mettre un blutoir qui, lui, va refaire la farine. Je préfère avoir un tamis pour, quand le blé dans son entier sortira, avec le son, tout, dont je tamiserai, mais je ferai ça la même. Donc c'est pas commun, comme je vous dis. On a refait la potence. On sait que la potence, elle est efficace, puisque la meule du dessous fait 1 tonne et celle du dessus fait 800 kg. Et on s'est mis 2 personnes dessus, dont moi et mon fils, et elle tient. Elle a tenu le choc. Donc les essais sont concluants. Dans l'eau, là, je ne sais pas si vous voyez, on n'a pas encore mis le mécanisme. Là, le rouet métallique est là. Vous le voyez, non? Vous n'allez pas voir grand-chose. C'est l'axe là, et il faut deviner que le rouet est là, et on va le mettre dans là. Alors c'est une trompe à double, il y avait double départ pour cette meule et une autre ici, parce que là il va y avoir une autre sortie pour faire travailler, mais moi j'en utiliserai qu'une. Et on va regarder ça à l'extérieur, vous allez mieux comprendre. Oui, on le voit là, parce que le rouet là était après-guerre, et pour le rendre plus efficace, ils l'ont entouré d'une carcasse métallique, ce qui fait que l'eau s'échappe pas, elle est enfermée et elle passe par en dessous, comme ça fait le siphon complètement là. Là ici il y avait donc l'autre meule qui tournait par l'arrivée de cette eau que vous voyez. Et donc là tout le système, vous avez tout remis en fonction? Il n'y avait rien qui marchait. Tout est remis là, ça y est. Tout peut fonctionner. Ça fait que 30 ans qu'on est dessus. Et une erreur dans la restauration, c'est difficile à rattraper, parce qu'ici j'ai un plancher, c'est la géothermie que j'ai dessous, donc je ne peux pas percer n'importe où, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est la géothermie, c'est du gaz qui est enterré sous 1 mètre de profondeur. C'est pas un puits, moi, hein, c'est la géothermie gaz, avec l'échange de chaleur, la température de la terre autour des tuyaux de gaz, ramène dans le gaz, l'a rabaissé, et il est compressé à la géothermie. Si vous voulez, c'est le frigo à l'envers, la géothermie. Et c'est un gaz qui est fermé. C'est un gaz, oula, c'est un gaz qui est conformité européenne. C'est pas votre gaz, c'est un gaz qui est spécial, qui est fermé. Il est dans un circuit fermé, et puis il fait l'échange température extérieure, qui le rabaisse. Déjà, lui a un froid propre, et ce petit écart est compressé, et c'est ce qui donne la chaleur. Mais à l'extérieur, non, il faut que ce soit une société, il faut que les gens qui soient soudeurs soient reconnus. Oula, non, on peut pas. Ici, j'ai pu mettre, parce que c'est gaz qui réchauffe donc à la pompe, mais la pompe ici, c'est de l'eau glycolée, c'est de l'eau neutre qui est réchauffée par l'appareil. Donc vous avez une chaleur qui est uniforme, qui fait 21 degrés ici. Cette température, c'est pas comme existe le chauffage au sol avec de l'électricité, avec des câbles électriques. Non, non, ça c'est... D'ailleurs, les bois ne déforment pas, c'est impeccable. Dessous, c'est l'isolation qu'il y a en dessous, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous avez une épaisseur d'isolant, le tube qui repose sur une partie de béton gras, après vous mettez une mousse spéciale, donc il n'y a pas d'humidité.
Même là, vous pouvez regarder, toucher, c'est pas froid. Non, on voit pas d'humidité. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour que je puisse, j'avais pensé produire de l'électricité avec une micro ou une pico centrale, mais j'aurais pu être autonome. Mais je travaille par éclusée, moi. Je ne suis pas sur le ruisseau. Je remplis le bief et travailler par éclusée, maintenant c'est plus autorisé. On n'a plus le droit puisqu'on perturbe, quand on fait passer l'eau, je perturbe l'eau derrière et ils ne me l'ont pas autorisé. Ils me l'autoriseront 1 ou 2 fois par an pour la fête des moulins ou pour faire la farine quand je le ferai avec mes enfants, mais sinon on ne peut plus travailler par éclusée. Là maintenant, je ne peux travailler qu'avec le débit qui passe par-dessus, je vais vous montrer. Et ça serait, je pourrais faire fonctionner une pico centrale pour 1 ou 2 kilos pour montrer que je peux faire un éclairage permanent pour m'amuser. Mais je ne vais pas dépenser une pico qui aura aucun retour sur l'investissement, tandis que la géothermie, avec la différence du prix du gasoil quand c'était le cas, ou le gaz, ou l'électricité, on a le retour sur investissement au bout de 7 ans avec la géothermie. Par contre, c'est un gros investissement pour poser les canalisations, tout ça, c'est très cher. Mais là, depuis 3 ans, je rembourse l'investissement que j'ai mis dessus. Il n'y a pas beaucoup de chauffage, parce que quand vous mettez du bois dans la cheminée, ça part par la cheminée, vous n'avez qu'un retour sur l'investissement. Tandis que là, moi, c'est bon. Oui, mais le fonctionnement hydraulique, c'est on gère la montée des meules. Mais alors là, comme vous ne voyez pas du tout moi, ça va se faire avec une commande électrique. Je ne vais pas percer pour faire mettre ces grosses, comme vous avez une manette pour lever le banc de levée et écraser la meule. Et l'autre ouverture pour l'eau. Non, moi, c'est des commandes électriques. C'est ça, c'est cette retenue. Et cette retenue, comme j'ai la chance d'avoir un règlement d'eau, moi, ici vous avez j'ai mis du blanc dessus, vous voyez pas là? Vous voyez là, ici, il y a un petit éperon. C'est ça qui me donne la hauteur dans le biais. La loi, c'est la loi. Donc moi, j'obtiendrai l'eau là-dessus et je peux travailler qu'avec l'eau qui passera dessus. Là pour l'instant j'ai baissé au maximum parce que je dois refaire les murets, et je refais le vieux moulin là que je vais vous montrer. Donc vous avez compris, ça monte jusque là et quand ça arrive là, il était vachement intelligent le meunier avant. Vous voyez, regardez ce qu'il a mis. Ça correspond, vous voyez ce tube là. Vous voyez un tube là. Je ne l'ai pas enlevé d'ailleurs. On voit mieux là. Vous voyez, là, il y a un tube. Ça correspond à la hauteur de l'eau. Et quand l'eau s'engouffrait dans le tube, ça lui disait là-bas qu'il pouvait travailler. Il y a 2 constructions qui sont dirigées vers le bas. Et il y a quand même 2,50 m de hauteur. Ouais. Je vous montrerai plutôt un schéma. Ça, c'est l'ancien moulin, ça. On l'a découvert parce que tout ça, c'était plein de terre. On a découvert cette espèce de cavité dessous, on l'a creusé, et vous allez voir à quoi ça sert. Et l'eau arrivait ici, c'était le canal qui arrivait. Il n'y avait pas ça en 1500, 14e, 15e siècle, il n'y avait pas l'étang. Ils travaillaient simplement avec le canal qui arrivait. Et ça, on l'a découvert. Mes petits-enfants, mes enfants, parce que moi, j'ai vécu l'Est il y a 10 ans, 20 ans, et maintenant, c'est 10 ans. Et ils ont fait du boulot, hein, allez voir, ils ont fait ça cet été. Vous allez peut-être vous... Oh, c'est pas trop ça, pardon. Vous allez voir. C'est eux qui ont fait ça, hein. Ils ont travaillé, ils ont creusé. Ah, mais oui, je les ai exploités, moi. Hein. Ah oui. Et là, il y a ces fameuses trompes, comme je vous dis, si vous y allez, vous allez voir, il y a la même chose, mais qui se fait pour ce moulin-là. Bon, mais je vais aller voir, parce que je suis la plus petite. Pardon. C'est peut-être un peu la gadoue, non? C'est bon? Ah oui, voilà. oui,
ont tout défraîchi. Et quoi. voilà. Et croyez-moi qu'ils en ont enlevé de la terre. Ah, ils ont tout creusé, ils ont tout vidé. Mhm. Et maintenant, l'eau ici, on a mis l'écluse. Il manque plus qu'à mettre la grille là. Et on va faire fonctionner ce vieux moulin plutôt que l'autre. L'autre, on le fera tourner 1 ou 2 fois par an. Parce que ça allègera madame, il y aura moins de poussière. Du coup, ça fait pas de bruit. Le moulin était contre le rocher, puisque l'eau passait là. Il était ici. Et en 1789, ils ont rasé ce vieux moulin pour faire celui-là. Mais avant, on a trouvé plein de vestiges là. On se demandait ce que c'était. Et en fin de compte, ils faisaient la teinturerie. Vous voyez, il y a des cheminées là. Vous voyez? C'était une cheminée. Et ici, il y avait des gros blocs de pierre. Et ici, c'était, il faisait chauffer l'eau et il faisait la teinture. Et là, vous en avez là. Vous en avez une ici. Là. Et il y en a une autre là. Ah oui. Alors c'était des blocs, voilà. Il y en a, parce qu'avant, le propriétaire du moulin habitait là. Et vous voyez ces blocs de pierre? Bon, ben, ils sont chez lui maintenant. Les blocs de pierre. Voilà. Et c'est là qu'il faisait la teinturerie. Donc il faisait chauffer de l'eau, D'accord. il mettait la teinture naturelle et il faisait la couleur sur les vêtements ou autre. Alors le jaune, c'était le jaunet. Le bleu de Lectoure, c'est pareil, avec des... J'ai plus tout ça en tête. C'est des couleurs naturelles. Et ça, on l'a découvert, on se demandait ce que c'était. Et c'est en lisant le livre de l'abbé Del Peira qui l'a dit que ça faisait teinturerie, ça faisait... Voilà. De toute façon, par ici, c'est habité depuis la préhistoire, en fait. Hein. On est dans la zone... Ah, on en est plein là. Le copain qui dans a les le moulin grottes, au-dessus, préhistoriques. lui, il en a plein de vestiges. Lui. Le Et là, long du c'est quoi rocher. cette grotte, là? Oui, c'est... Je sais pas comment ils appelaient ça avant. Ils se cachaient là-dedans. Ça porte un nom. Ah, vous voulez dire un bunker? Pendant la Non. guerre? Pas des bunkers. Non. Quand il y avait les brigands et autres avant, et ça porte un nom. J'ai plus le nom, excusez-moi. Mais... Et c'était un abri. Ah oui. Bon, moi, c'est devenu... Alors, il y a plein de sources ici. C'est rempli de sources. On le voit, il y a un moulin qui est du côté de Saint-Geniès. C'est une résurgence. D'ailleurs, il y avait la télévision qui était venue. Ils avaient eu un accident, même, je crois, en plongée. Ils étaient restés bloqués. Ouais. Et ils avaient eu la belle peur, la belle frousse. Et bien, c'est une résurgence. Quand il pleut dans le Massif central, 2 jours après, c'est spectaculaire. Vous avez comme un petit geyser qui sort de l'étang. Et l'eau sort, elle est pure, impeccable. Et 50 mètres après, bon, vous avez la verdure qui reprend ses droits. Sur les Néas. Sur l'Énéa, oui, 17 moulins. Et puis, il fait à peu près 18 km, 19 km l'Énéa. C'est un moulin à peu près tous les kilomètres. C'est calcaire, mais apparemment, ils disent qu'elle a un bon niveau. Mais le bon niveau, faut toujours l'améliorer. Il y a les routes, il y a beaucoup de routes goudronnées, il y a beaucoup de retenues de parking ou autres maintenant qui envoient l'eau directement et il y a de nouvelles choses qui amènent des nocivités à l'eau, le caoutchouc, les pneus, tout ça. Parce qu'il y a de plus en plus de routes goudronnées, maintenant tout va directement dans les fossés, puis ça vient... Donc il y a ça, nous on a des traitements d'eau aussi, des rejets des traitements d'eau des villages et autres. Bon, apparemment pour l'instant. Mais de la résurgence, vous avez de l'eau bien propre. Ben, la résurgence, c'est de l'eau qui ressort
soit par les failles ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'eau qui est en altitude au Massif central et qui descend à des hauteurs plus basses chez nous, en suivant les failles de la roche. Vous pouvez y aller, elle est claire, hein? Elle est nickel. Mais elle ressort de là-bas ou elle ressort d'ici? Non, là, ici, elle vient là. Et je l'ai canalisée, moi, pour l'envoyer directement au canal de fuite, là-bas. Ça sort là-dessous. Et été comme hiver, c'est toujours pareil. Jamais manqué d'eau. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans tous les moulins qu'on restaure avec les roues horizontales, ou rouées. Ça, c'est ce qu'il y a partout dans tous nos moulins. Mais maintenant, je vais vous montrer un moulin qui date du 15e, 1482, parce qu'on a des textes au château de Montfort, où c'est qu'il y avait le contrat entre le meunier et le châtelain. Et c'est sur un parchemin, ça date de 1482. Donc, qui dit déjà un contrat de travail, dit que le moulin, il fonctionnait. On peut donner 100 ans de plus. Et ça peut arriver largement au XVe siècle. Dans la Dordogne, des roues verticales, il en existe. Je ne suis pas le seul et unique. Mais souterraines, non, il n'y en a que. Donc, comment on a su ça? Vous allez voir, je vais vous expliquer. Parce que tout ça c'était enterré. Venez là, vous ne risquez rien. Je ne savais pas. Oui, c'était le dit. Et moi, je savais pas que c'était le. C'est la sortie. Mettez-vous là-bas, de l'autre côté, vous allez voir. Je vais vous expliquer ça. Parce que ça aussi, c'est une sacrée surprise, ça. On ne savait pas que ça existait quand j'ai acheté le moulin. Je vous ai dit que ça, c'était le mur de l'ancien moulin. Oui. Qui se reposait sur le rocher. Donc quand on a fait cette porte-là, parce que le moulin, initialement, il n'y avait pas de porte. Et on a creusé, et en creusant, on est tombé sur des escaliers où c'est que vous êtes. Et c'est impeccable ça, on a découvert une chose. On arrive là-dedans, bon bien sûr il y avait de la terre, c'était tout, il y avait ici la clé de voûte qui était tombée, d'ailleurs la voilà. Il y avait des vélos, il y avait de la ferraille, il y avait tout, donc ils avaient bouché. Voilà. Et ici, on trouve, donc, on a mis au moins 2-3 ans pour enlever tout là-dedans, pour retrouver le niveau que vous avez. Et on est tombé sur des berceaux en pierre, là, ce berceau en pierre, celui-là. On s'est dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'il pouvait reposer là-dessus? Et on a vu qu'il y avait des traces, là, vous voyez? Ces fameuses traces, là, sur le mur. Vous voyez pas des traces, là? De votre côté, il n'y en a pas? Non? Ah oui. Dans ces traces, il ne fallait pas être devin, on savait très bien que ça provenait, ça pouvait être qu'une roue à pales. Et bon, mais on n'avait rien, parce que quand j'ai découvert, il y avait des carcasses de bois, mais pourries, et il restait que ça, moi. Donc, on s'est dit, il y avait une roue à pales. Et en creusant, là, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé les pales de la roue d'avant. Alors, comme elles sont très fragiles, on est obligé de les laisser dans l'eau. Vous voyez? C'était ces fameuses pales. Et la roue, en regardant les traces, on a trouvé à peu près le diamètre. Et on a refait ça. Donc ça, c'est bien plus joli à remettre en vie. Parce que ça, étant du 15e siècle, automatiquement, c'est obligé que ça soit que du bois. Parce qu'il y avait la fonte qui était un petit peu travaillée, mais pas... C'était pas... Encore, ils n'avaient pas la méthode pour avoir la bonne fonte. Donc, c'est du bois. Là, l'eau faisait donc arriver... Ce que vous avez visité, que j'ai fait creuser dans l'été dernier, les trompes arrivent sur ce petit orifice-là. Et l'eau en pression fait tourner ma roue à pales. Vous voyez que ça a été construit, parce que quand ils ont fait la retenue d'eau, ils ont supprimé cette pièce qui était derrière. Donc il y avait quand même 2 roues à pales, puisqu'on voit les traces là-bas aussi. Alors vous me direz, comment on transmet le mouvement? Ici, il va y avoir un rouet en bois. Vous avez vu des moulins à vent? Oui.
le mécanisme, un moulin à vent. Bon, dans le moulin à vent, pensez que ça, c'est les ailes du moulin à vent. Et ici, sur l'axe, on met un rouet avec des petits aluchons en bois et une lanterne en bois qui transmet le mouvement au-dessus, où c'est que vous avez vos meules. Et ici, on est en train, je vous montrerai les pièces qui sont sur la table. Il y avait un rouet à cuillère tout en bois. Pareil, vous voyez, l'eau arrivait sur le côté et faisait tourner ce rouet avec l'axe qui transmettait le mouvement au-dessus. Et ce sera que des mouvements en bois. Bon, on l'a amélioré. Ici, j'ai mis des roulements blindés de chaque côté. Vous poussez un petit doigt, ça tourne, il n'y a pas de souci. Hein. Sauf au lieu de travailler avec des rouets métalliques comme il y avait là-bas, ils n'avaient pas la connaissance, ils avaient simplement cette connaissance. Mais en 1789, quand les nobles ont perdu toute leur possession qui a été donnée pour la Révolution, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire qui s'est porté acquéreur? Il a fait comme on fait en France ces temps-ci, on fait un audit. Il s'est dit non, avec ce moulin, je ne vais rien faire. Autant que je l'écrase et que j'en construise un autre avec les techniques qui existaient. La fonte et les aciers et tout. Et moi j'ai eu la chance de trouver ça comme ça. C'était pas tout à fait enterré, mais il y avait quand même du boulot. Hein. Donc et c'était muré. Vous avez un moulin du 15e siècle et un moulin du 1789. Et pourquoi je dis 1789? Parce que sur le linteau, au-dessus à la porte d'entrée, je vous le montrerai après, il y a la signature du maçon, du compagnon maçon. Et donc on dit que c'est 1789. Et celui-là, c'est le texte que je vous ai dit qui est sur parchemin 1482. Donc s'il y avait un contrat, c'est que le moulin existait déjà depuis 10, 20, 30, peut-être 100 ans. C'était pour faire du blé ou c'est de la farine de noix ou du... Bien, au fond, là-bas, on a trouvé... alors, le mécanisme, là-bas, fonctionnait avec de l'eau qu'ils amenaient, je ne sais pas comment, mais on n'a pas trouvé le mécanisme là-bas. Mais on a trouvé les meules, et les meules pour écraser des noix sont spéciales, c'est des grosses, et une verticale qui tourne autour de l'axe. Et ça, on a trouvé les vestiges. La petite meule, c'est celle qui est à côté du four, vous avez vu, il y a une table en pierre, c'est la petite meule, et l'autre, il y a une fleur qui est dedans. Il y a un pied de romarin qui est dedans. D'accord, donc il changeait en fonction de... Mais ça, la conception d'une meule pour écraser la noix n'est pas la même qu'une conception pour écraser le grain. Le grain, c'est du silex, un agglomérat de silex et cintré. Et voilà. Mais le plus joli moulin, c'est celui-là. Oui, c'est magnifique. C'est celui-là qui a l'honneur de la télé et de tout. Parce que combien de propriétaires ont restauré leur moulin, entretiennent leur moulin? Il y en a qui ont la chance d'hériter ça de leur famille. En bon état? Bon, dans un état qui permettait de... Ah, on se fait arroser. On va aller dedans. Et moi, j'ai pas pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, récupérer celui de mon arrière-grand-père. C'était le moulin La Boétie à Sarlat. J'ai pas pu le récupérer puisqu'il était métayer. Il appartenait au château de Vitrac à Madame Desgérard. Donc j'ai trouvé celui-là en ruine. Puis je suis bien content de l'avoir trouvé. Avec des cuillères. Mais c'est ça qu'on va mettre. Là, on est en train de le... Ça, c'est nous qu'on le fait, ça. Là. Et voilà ce qu'on va obtenir. Ce que nos collègues ont fait. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Vous voyez? Et ça, vous venez à la fête des moulins au mois de mai, vous le verrez en place. Prêt à fonctionner. Et le principe que vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai dit, les roues à pales, c'est ça. Parce qu'il fallait que je trouve un mécanisme, moi, qui soit en rapport avec la date. Et en cherchant dans la Bible
des meuniers, j'ai trouvé ce système-là. Vous voyez, avec, bon là c'est une roue qui pouvait pas, c'était trop petit, donc on a fait le système à pales. J'ai fait ce système-là, bon, qui copie un peu l'histoire. La roue à pales, l'axe, dessus il y a ce fameux rouet avec les aluchons, la lanterne qui transmet le mouvement au-dessus. Voilà ce qu'on a acheté. Ah, je vous le remontre. Et ça, c'est déblayé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien dessus. Hein. Voilà ce qu'on a remis en bas. Ça, c'est ma salle à manger. Donc ça, c'est le système que j'ai copié. Là, vous êtes dans la salle à manger. Et celui-là, c'est le système de la salle à manger. Et ça, c'est le système dans la salle à manger. Ça a retenu que vous avez vu. Ah Il n'y oui. avait plus de toit, plus rien. C'était rempli d'arbres dedans. Il y avait des fleurs partout. Ah ouais, vous avez vraiment une ruine. C'est une Et voilà les fameuses, là vous étiez dans la salle à manger. 1, 2, 3. Parce que là-bas, celle-ci a été enlevée. C'est 3 Parce pièces que de le meunier, à l'époque, il habitait la maison en face. Si vous voulez agrémenter, vous avez la chance, il m'en restait quelques-uns. On a une revue nationale qui reprend les choses qui sortent de l'ordinaire, des gars qui restaurent, et en article, vous verrez, c'est l'histoire du Moulin Neuf. Je vous le laisse. Merci. Ça, c'est notre revue que l'on a. Et puis vous me demandez les moulins. Voilà ce qu'on fait chaque année. Nous, on appelle ça la journée européenne des moulins. Et c'est toujours dans le mois de mai. Et on a fait une carte avec tous les gens qui sont dans notre association et qui vous ouvrent les portes des moulins. Bon, ça, c'était celle de l'an dernier. Ça vous donnera une idée. Bon, ben voilà. On vous offre un petit café. Là, c'est celui de la salle à manger. Et ce principe-là, c'est celui tout en bois que vous avez vu là-bas. Mais moi, à faire fonctionner, c'est plutôt ce système-là que je préfère, moi. Ah oui, mais c'est pas la même. Les objectifs sont les mêmes à chaque fois. On peut mettre pour chacun de ces systèmes, on peut faire soit des noix, soit du blé. Oui, ça dépend dans le schéma, ça dépend ce que vous mettez au-dessus. Vous voyez là, dans ce système-là, c'est-à-dire là où il y a la lanterne, c'est ce qui va transmettre le mouvement ici. Vous voyez la lanterne, c'est ça. Et ça transmet, c'est pour ça que je vous ai dit, elle est creuse la meule. Celle du dessous, on l'appelle la gisance ou la dormante, c'est celle qui bouge pas. Elle a un trou, et c'est ce fameux axe qui soulève ou qui rabaisse cette meule pour écraser. Et là, dans ce cas-là, c'est du blé. Il fait du blé. Pour l'huile de noix, il faudrait que je vous montre un mécanisme d'huile de noix. Là, c'est l'huile. Voilà. L'huile de noix. Là, c'est la presse. Là, vous avez tous les systèmes. Là, c'est les systèmes avec la roue horizontale. Il ne faut pas faire trop chaud non plus parce que après, vous ne pourriez plus partir parce qu'il faudra attendre qu'elle refroidisse. Et elle passe à travers celle qui est fixe et c'est celle-là qui va écraser. Ça, c'est dommage. Si vous aviez eu plus longtemps, je vous aurais amené moi dans des usines où c'est qu'ils ne font pas comme moi, musée. C'est que vous voyez les pièces tourner et vous comprendriez mieux. Ah, la continuité, vous savez ce que c'est, on vous l'a expliqué. Bon état de l'eau d'ici à telle année, c'est les alluvions pour pouvoir qu'elles stagnent, justement pour pas donner les maladies à vos fameuses
anguilles. Mais ça, il y a des droits et devoirs. Et les droits et devoirs, j'ai fait des écrits. Nous avons fait des écrits. Ça parle des obligations des moulins. C'est-à-dire, quand on est propriétaire d'un moulin, ce qui pénalise la continuité écologique, c'est qu'il y a beaucoup de moulins qui sont devenus des résidences secondaires. Des gens qui ont un moulin pour passer leurs vacances et la plupart du temps pour dire, vous voyez, j'ai de l'eau, c'est magnifique, c'est un moulin. Bon, un moulin n'a pas vocation ça. Un moulin, c'est à fonctionner, utiliser l'eau. Et quand on utilise l'eau, le meunier a des droits et devoirs. Des droits et devoirs, c'est-à-dire il doit utiliser ses vannes à des moments bien distincts. L'été, les préfectures nous donnent des interdictions de manœuvrer. Donc il y a des droits et devoirs à faire, et ces propriétaires qui n'ont pas la couenne de meunier font n'importe quoi. Et c'est ça qu'il y a eu comme c'est-à-dire, on a dit, il faut expliquer aux gens pour qu'il n'y ait pas de soucis, parce que quand vous avez l'ONEMA qui vous tombe dessus ou la DDT, c'est problématique, parce que vous avez toujours tort quand ils arrivent. Donc si vous êtes dans votre droit et que vous respectez ce document qu'on a fait, il n'y a pas de souci. Bon, après pour l'écologie de nos rivières, c'est vrai, après vous avez parlé pour les anguilles ce matin, vous, mais il y a également la remontée des poissons. Les gens veulent maintenant, le lobby des écolos et de la pêche veulent faire remonter les poissons. Avant, les poissons vivaient entre un moulin et l'autre, c'est tout, point. Il y avait des truites, il y avait des écrevisses. Moi, j'ai pêché les écrevisses, des truites, il y avait de tout dans les rivières. Mais il y a eu... la vie a fait que on a été moins écologique, ce fut un temps, et nos rivières sont devenues des dépôts. Et maintenant, bien sûr qu'il y a du boulot, mais c'est pas la faute des meuniers ou des propriétaires de moulins que l'eau d'un seul coup est devenue sale. Voilà. Ah, parce qu'en fait, ils veulent dire que en bloquant l'eau dans les bassins, vous empêchez la remontée des poissons. C'est pour ça qu'il va y avoir ces fameuses passes à poissons. Et les fameuses passes à poissons, bon, c'est à partir d'une chute qu'il y a, je vais vous montrer au seuil si on a le temps, il y a... Comme moi, j'ai la chance d'avoir un bief qui fait 700 mètres. Donc, c'est le bief qui m'amène l'eau avec la retenue au moulin. Donc, vous ne prenez pas toute l'eau de la rivière. Voilà, moi, vous verrez, dans mon cas, il y a 50-50, même, je crois même, je dois prendre moins que la rivière. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que moi, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc, à l'écluse, là-bas, il y a un problème pour les poissons à passer. Moi, ma chute fait moins de 50 cm. Donc, il suffit dans l'écluse de mettre un enrochement. Ça permet aux poissons de passer, aux anguilles de passer. Mais il y a d'autres propriétaires de moulins qui ont des chutes beaucoup plus importantes, 1 mètre, 1 mètre 20 à 2 mètres. Et là, dans ces cas-là, vous avez un souci. Les poissons ne peuvent plus passer. Ils sont devant une écluse ou devant un seuil, une chaussée, ils ne peuvent plus passer. Et c'est là qu'il y a ces fameuses passes à poissons qu'il faut mettre en fonction. Mais je ne vous dis pas, une passe à poissons, on a reçu les études sur la drone, ça peut aller de 225 000 € à 150 000 €, c'est pharaonique. Un mec qui possède un moulin dans sa famille, qui respecte les droits et devoirs, du jour au lendemain, parce qu'il y a un lobby très fort des pêcheurs et de l'écologie qui dit il faut faire des passes à poissons. Mais vous vous rendez compte combien que ça va coûter? Alors quel est l'investissement? Pour l'instant, personne ne nous en parle de l'investissement. Si le meunier veut faire partie de l'étude et qu'il signe le contrat, il y a des pourcentages qui peuvent aller 60-70%. Mais c'est pareil, il y aura quand même 30-40% à payer de sa poche. Tout ça pour faire passer des truites, peut-être des saumons. Oui. Non. Oui, ça dépend. Alors c'est pour ça qu'on est un petit peu, beaucoup même remonté. Tellement bien remonté qu'on a fait un moratoire. Vous êtes au courant du moratoire? Non. Où c'est qu'on dit, bon, il faudrait se calmer un petit peu. Effectivement, il y a des problèmes pour l'écologie des rivières, ok, mais mettons-nous autour de la table et puis parlons intelligemment.
quand même, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions telles que des contournements de rivières? C'est-à-dire quand vous avez un seuil, au lieu de faire une passe à poisson qui va coûter énormément, qu'on fasse comme il existe dans les Vosges, j'ai vu ça dans les Vosges, quand on est allé là. Et dans les Vosges, ils ont fait une petite rivière de contournement, avec des petits enrochements qui permettent aux poissons de passer. Ce moratoire, on leur a dit, bon, ben, écoutez, on a fait signer des députés, des politiques, des mairies, bon, des gens pour dire, bon, ben, ça suffit, il y a la loi, mais il faudrait trouver une solution, un compromis, quelque chose. Et ça a eu pour but, nos manifestations qui sont sympas, hein, on va au ministère, on est reçu au ministère et on parle de nos problèmes. Et je vois que Mme Ségolène Royal, en date du 9 décembre, a envoyé à tous nos préfets un courrier pour leur dire justement ce que je vous dis. Calmez-vous, mettez la pédale douce, et là où il y a des problèmes, essayez de parler gentiment. Ah, donc de faire des compromis avec les pêcheurs, enfin avec les protecteurs. Avec la loi, avec les études qui sont sur les rivières, telles que la Dronne. Nous, chez nous, sur l'ENEA, c'est différent. C'est les communautés de communes, les communes qui gèrent ce problème-là. Donc vous devez ils font un compromis sur le partage de l'eau. Ben, le partage de l'eau est déjà fait. Il y a la loi qui dit à l'écluse là-bas, je laisse 1/10 à la rivière et elle récupère le total au canal de fuite. Vous savez comment c'est fait, un moulin, je prends l'eau, mais il reste quand même une partie où c'est que je vais restituer l'eau derrière. Donc à partir de là, je dois laisser à la rivière 1/10 et moi je peux prendre 9/10. Si je travaille, si j'utilise l'eau. Bon, mais moi vous verrez, je vais vous montrer, je ne prends pas tout ça. Mais ça c'est pas... Voir le seuil. Il y en a pour 5 minutes. Ah si, faut le voir le seuil. Vous êtes là. Parce que vous verrez un passage à poisson qui en fin de 700 compte, c'est une chute inférieure à 50 cm et un enrochement suffit pour que les poissons puissent passer. Et ça fonctionne puisque quand je m'en vais nettoyer, moi je vois les poissons, ça ne les empêche pas de passer et de remonter. Je peux vous montrer, moi à l'écluse là-bas, j'ai trouvé on croit que c'est des serpents ou des couleuvres, mais c'est de jolies anguilles qui plongent et qui montent. Les pibales, les petites... ce qui va devenir des grosses anguilles. Vous n'en avez pas parlé de ça? S'il y a la surpêche du côté de Bordeaux, il aurait fallu leur dire à Mikado qu'ils veulent sauver absolument les anguilles et il faudrait peut-être qu'il empêche le braconnage du côté de Bordeaux là-bas. Il faudra leur dire le prochain coup. Ah oui, non, je crois qu'ils sont au courant qu'il y a des problèmes comme ça. Parce que allez à Bordeaux et demandez un plat de pibale, vous allez voir combien vous allez le payer. C'est pour ça que c'est braconné, c'est hors de prix. La lamproie aussi. La lamproie, oui. Il y a la lamproie dans nos petites rivières, mais c'est la lamproie la plus petite. La deuxième question? La deuxième question c'était, oui, est-ce que vous êtes concerté dans les sages Oui. Eh ben, heureusement qu'on joue, c'est justement dans ce but-là qu'on joue le jeu. C'est justement dans... Donc vous faites partie des discussions, vous participez au débat des sages de... Là, dans la Dordogne, là, on s'est partagé la Dordogne. Il y a les 4 couleurs, comme vous connaissez, du Périgord. Ici, il y a un collègue qui s'occupe de cette partie. Ici, il y en a un autre qui s'occupe de celle-là. Et moi, ici, avec un autre collègue, on s'occupe du circuit de Sarlat. Et mais par rapport aux sages, donc les sages, ça fait partie d'une activité des sages, vous voulez dire des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Oui. Les réunions avec tous les acteurs qui participent à la gestion de l'eau. Et chaque fois qu'on est invité, on y va. D'accord. Chaque fois. Mais ça se passe comment? De quoi vous parlez? Mais dans les sages, il y a justement cette application qu'il va falloir mettre en place d'ici à 2018. Et même par d'autres courants, on a appris que ça allait être reculé à 2020, je crois, les décisions. Donc dans ces sages, on parle des problèmes qu'il y a. Parce qu'il y a les techniciens rivières qui ont déjà fait les constats de tous les moulins,
qui sont sujets à problème. Et à partir de là, il faut contacter nous les propriétaires. Bon, nous, on a des adhérents, mais tous les propriétaires de moulins ne sont pas adhérents à notre association. Sur la Dordogne, il n'y en a qu'une association qui s'occupe des moulins, c'est la PAM, il n'y en a pas d'autres. Par contre, il y a deux fédérations, il y a la FFAM et la FDMF que je fais partie. Et la FDMF, nous, on a, au travers de ces sages, on leur remonte tous nos soucis, parce que nous, en tant qu'association, on ne peut pas gérer tout ce qui est juridique, les problèmes juridiques avec l'ONEMA ou DDT. Bon, on n'en a pas beaucoup, nous, dans notre coin. Mais c'est notre fédération qui s'occupe de ça. D'accord. Nous, notre boulot, c'est expliquer aux gens, vous avez un moulin, vous avez des droits et devoirs. Et si vous faites vos droits et devoirs, si vous entretenez vos écluses, vos seuils, vous n'aurez pas de soucis. Bon, maintenant, il y a le souci de faire passer ces fameux poissons. Qu'est-ce qu'on fait? Et on se met autour de la table et on va trouver une solution. C'est pas un souci. Mais vous vous rendez compte, 200 000 euros, c'est votre argent qu'il va falloir, qui sera à 60-70%, c'est l'argent public qui va être pour faire passer des truites ou des saumons. Sur Ça fait peur. professionnel EDF. Oui, mais on n'a pas d'autre chose à faire avec cet argent-là, goudronner nos routes ou autre. Disons que c'est des compensations d'EDF Oui. pour les effets écologiques d'EDF sur le cours d'eau aussi. Ça, c'est sur les rivières, mais nous, on n'a pas EDF, nous, hein, dans nos endroits. Ah, Ben, vous n'avez pas d'arrache sur votre... Peut-être qu'il y aura un jeu d'écriture qui fera qu'ils peuvent s'occuper également des problèmes sur les petites rivières, mais ça, je l'ai pas vu, ça. C'est très bien, j'en parlerai de ça, tiens, prochain coup. C'est une reconnaissance, c'est qui vous dit l'utilisation de l'eau que vous pouvez récupérer. Je vous avais dit 2,50 m, et non, je me suis trompé, c'est 2,90 m. J'ai oublié de mettre la hauteur jusqu'au repère, c'est ça la différence. Et je peux obtenir une puissance de 6,26 kg si je voulais, mais en travaillant par éclusée. Et par contre, il y a une dernière ligne qui dit ici, c'est ça le pire, c'est que ce moulin à blé marchait uniquement par éclusée, c'est-à-dire par vidange successive, et ça je ne peux plus le faire. Donc c'est dommage, j'aurais pu faire 6 kilos sinon. Allez, je vous amène à la... Qu'est-ce que je peux vous donner du secteur, moulin y compris. Et vous avez tous les plans du seuil, des barrages, un déversoir, de tout ce que vous avez. Parce que là, il y a 700 mètres, mais j'ai 2 déversoirs, c'est-à-dire quand il arrive trop d'eau, malgré que je laisse à la rivière, je peux enlever l'eau et la faire partir sur des déversoirs. Donc il y a ça, mais le plus joli, c'est ça. Vous vous rendez compte, avant, ils n'avaient pas l'informatique, ils n'avaient rien. Les gars, ils travaillaient qu'à la main. Regardez, c'est des relevés de la rivière, avec des profils en long et en travers du ruisseau. Avec la chute ici, tout ça c'est repris. Et ces hauteurs ont été confirmées par le géomètre, parce qu'avec l'usure du temps, vous pourriez perdre quelques centimètres. Et on a tout vérifié, la hauteur qui est définie ici est la même qui est ici au seuil. Alors vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement à l'époque qui a dit, voilà, ce canal a été construit pour le moulin. Mais il devra faire de largeur, vous voyez, à cet endroit, il fait combien? Il fait de largeur, là 2,6 m, profondeur 90, et puis vous voyez, ça descend. Toujours la même chose, et il n'y a rien à inventer, je suis obligé de garder ces côtés-là. Et ça, c'est un document, ça, qui est très très important, ça. Quand vous possédez un moulin, ça, vous avez intérêt à l'annexer à votre acte chez le notaire. Parce qu'après, on ne peut plus vous enlever le seuil, on peut plus vous... Sinon, vous demandez des dommages. Voilà. D'accord. Bon, on va vite aller... D'accord, c'est pas bloqué. D'accord.
Le dos arrivant à la retenue, il n'y a pas de souci pour faire tourner nos vagues. C'est ce qu'on appelle la chaussée ou seuil. C'est à partir de là où c'est qu'on bloque l'eau pour que l'eau aille au moulin sur le bief, 770 mètres. Et là, c'est la rivière. Donc 1 dixième à la rivière et 9 dixièmes sur, si mettons je faisais fonctionner le moulin. Mais c'est pas le cas, vous allez voir, c'est pas du tout ça. Et depuis qu'on a restauré l'écluse, il n'y a plus d'alluvion. Regardez, tout est propre. On voit les rochers, tout. Bon, attention, ça glisse. Hein. On a fait un enrochement qui permet aux poissons de passer. Et avant que ça soit fait, ça, donc c'était en ruine là. Et là, c'était de l'alluvion partout. Il y avait de l'alluvion, l'eau passait par-dessus et ça grattait tout. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, il y a une semaine, il est passé par-dessus l'eau là. Sur les 770 mètres, il y a 2 vannes de décharge, une qui est naturelle et l'autre c'est créé, il y a une écluse. On ne bloque pas l'eau puisqu'elle passe. Vous devez faire quand même attention aux crues alors. Ben, quand il y a les crues, il faut vite gérer sur les vannes de décharge parce que là, l'eau passera par-dessus, mais il m'en arrivera autant. Alors si je ne veux pas être inondé au moulin, les vannes de décharge qu'il y a, les deux, je gère, j'ouvre. C'est chaque jour, faut vérifier ses droits et devoirs. Le meunier, son boulot, c'était gérer l'eau pour que la rivière ça sèche pas, et sinon les poissons ils vont crever. C'est un travail.